Donc, dans cette partie-ci, on va discuter de comment on a réussi, d'une certaine manière, comment les gens, le pouvoir de l'argent a réussi à, avec leurs laquais politiques, donc avec leurs représentants, parce qu'en réalité, ces représentants-là les représentent davantage eux que le peuple, comment ces gens-là ont réussi à retirer, à voir la façade démocratique, mais à retirer le pouvoir constitutionnel de cette belle grande idée de démocratie-là. Ce qui, premièrement, il faut le dire, ce qui est une grande ironie, c'est que si le peuple n'a pas le pouvoir constitutionnel entre ses mains, c'est pas une démocratie. Parce que le pouvoir constitutionnel, c'est le premier, le plus important des pouvoirs. C'est le PPPP. C'est le premier, le principal des pouvoirs politiques. C'est le P4, on peut dire, ça va être moderne. Et puis donc, si on n'a pas ce P4-là, si on n'a pas le pouvoir constitutionnel, on n'a pas entre ses mains la capacité de décider des institutions politiques qu'on a. Ça, c'est les riches qui doivent faire ça pour avoir leurs représentants. Et puis, on n'a pas non plus la capacité de décider des grandes orientations de l'État, puis de dire l'État devrait aller ou la société devrait aller dans telle direction. Encore une fois, ça, c'est de la responsabilité des personnes riches. C'est pas la vôtre. Et puis donc, dans la perspective de ces gens-là, on n'a pas voulu surtout que le peuple même se pose cette question-là. Et donc, comment est-ce qu'on s'est assuré que les constitutions qu'on a mis en place étaient d'une certaine manière verrouillées? Il y a un terme qu'on utilise en droit constitutionnel qui est enchâssé. On parle de l'enchâssement constitutionnel. Et ce que ça veut dire, c'est que une fois que c'est là, ça ne change pas. Parce que ceux qui l'ont fait ne veulent pas que ça change. Puis c'est pas à votre niveau changer la Constitution, donc fermez vos gueules puis respectez les institutions telles qu'elles existent. Vous m'excuserez pour les termes un peu rudes, mais c'est un peu l'idée de ces gens-là quand on a fondé les constitutions. Et il y avait d'autres éléments. Il faut quand même être honnête, c'était pas juste une bande d'oligarques. Là. Il y avait ça, mais il y avait aussi d'autres préoccupations. Par exemple, aux États-Unis, quand on a fait leur constitution, il y a certaines choses que les États fédérés voulaient s'assurer, qu'ils voulaient joindre donc les États-Unis, mais voulaient s'assurer de garder une part de pouvoir et d'avoir une représentation équitable dans leurs intérêts en tant qu'État. Et puis donc, ce qu'ils ont fait pour ça, c'est qu'ils ont mis en place un système antidémocratique complètement, qui s'appelle le Sénat américain, qui n'est pas fondé sur l'idée de la population, mais qui est fondé sur l'idée que chaque État a 2 sénateurs. Le Wyoming avec ses 600 000 habitants, puis la Californie avec ses 40 millions, ont chacun 2 sénateurs. Bien sûr, quand ça a été fondé, il y avait juste le Rhode Island, puis il y avait quelques petits États, mais la plupart étaient d'une taille, je ne dirais pas similaire, là, mais peut-être moins, les différences étaient moins grandioses qu'aujourd'hui, et donc, ils n'ont peut-être pas prévu que plus tard, les États peuvent avoir des dimensions démographiques fort différentes. Mais, néanmoins, avec ce qu'ils ont mis dans la Constitution, ils ont empêché les peuples américains de changer ça plus tard. Tu as aussi une idée qu'il faut quand même dire, là, quand on parle de ces sujets-là, que c'est un peu drôle à dire, mais je pense que dans le cas des pères fondateurs, tu avais l'idée un peu que de laisser une trace, de laisser sa marque de manière importante pour la postérité. Ils n'ont pas développé la Constitution américaine avec l'idée qu'il faut que le peuple puisse changer ses institutions. Pour eux, d'ailleurs, c'était pas le peuple. Là. Il faut que les quelques personnes qui puissent voter puissent changer leurs institutions. Il y avait une vision, puis il y avait une volonté d'imposer leur volonté, dans la... M'excuserez pour la répétition du mot volonté, là, mais ils voulaient imposer leur volonté pour l'avenir. C'était un peu l'idée d'être le grand créateur. Puis tu avais un peu de ça chez les pères fondateurs, et ils ne se sont pas assis autour d'une table pour se poser la question, bon, comment est-ce qu'on organise le pouvoir constitutionnel, puis pour l'avenir, pour que les gens, pour que le peuple américain puisse s'assurer de pouvoir modifier sa constitution comme il l'entend quand ça va être convenable de le faire. Ce qu'on voulait faire au lieu, c'est donner des institutions à ce peuple-là, puis ensuite bloquer l'évolution de ces
de ces institutions-là pour s'assurer qu'il y avait des intérêts qui se mélangeaient à ça, là, mais pour s'assurer que les choses ne changent pas trop. Puis donc, on a aussi justifié ça, hein, justement, par l'idée qu'il ne faut pas que ça change trop des institutions politiques, ce qui est complètement discutable. Hein? Des bonnes institutions politiques peut-être, mais des mauvaises, c'est mieux si on a la capacité de les changer. Hein? Et donc, et donc, on a enchâssé les constitutions. Hein? Puis quand je dis enchâsser, c'est qu'on a mis en place des mécanismes dans la Constitution qu'on a bien cachés par ailleurs. On les a mis à la fin. Hein? On appelle ça la révision constitutionnelle, puis on a mis ça au dernier article, comme si c'était le moins important, quand en fait, c'est l'article le plus important d'une Constitution. Hein? Puis d'ailleurs, ça se reflète, on parlera un petit peu là, plus tard, si vous me permettez, je vais peut-être faire un peu une critique, hein, de l'organisation du groupe Constitution, mais dans ce groupe-là, hein, les constitutionnalistes qui ont préparé vos travaux, puis les gens de l'INM qui ont un peu suivi, j'imagine, leur avis, là, je présume, là, mais bon, ils ont énoncé préambule, institutions politiques, les questions de l'organisation territoriale, les droits et les devoirs des citoyens, les Autochtones, le monde, et puis le Canada. Hein? Et puis à la fin, on a mis Constitution puis participation citoyenne. Hein? Ça, c'est très représentatif, puis c'est très symptomatique, en fait, d'une idée que les citoyens vont être à l'écart. Parce que dans le fond, tu sais, la principale chose qu'on devrait discuter dans votre assemblée, hein, c'est la commission numéro 6, puis cette commission-là ne devrait pas être la numéro 6, ça devrait être la numéro 1. Parce que c'est ça, c'est ça la clé de voûte d'une constitution. Hein? Mais donc, pour masquer ça, on y reviendra. Mais pour masquer ça, parce qu'il faut bien comprendre en fait que cette organisation-là dérive, hein, des agissements passés, notamment des pères fondateurs américains, mais aussi des autres constitutions dans le monde. Et puis donc, pour masquer ça, hein, on a mis ces articles-là à la fin, comme si c'était pas trop important comment qu'il fallait réviser sa constitution. C'est comme si c'était secondaire, finalement, d'une certaine manière, par rapport aux autres sujets qui sont là. Bien sûr, il faut que ça figure dans la Constitution, mais on n'a pas voulu mettre l'accent là-dessus. Si on aurait voulu, si on aurait compris, puis si on aurait été honnête, hein, on aurait mis cette question-là numéro 1, puis ensuite on aurait parlé des institutions politiques. Parce que les institutions politiques dérivent de la Constitution, puis donc le pouvoir constitutionnel est plus important que les pouvoirs constitués. Hein. Et donc, ça aussi, ça fait partie justement des manières qu'on tient d'une certaine manière cette question-là à l'écart, en la négligeant d'une certaine manière, en négligeant son importance. Mais l'enchâssement en tant que tel, hein, ça c'est des éléments plutôt liés à l'enchâssement. Mais l'enchâssement en tant que tel, c'est essentiellement qu'on a fait en sorte que pour changer la Constitution, ça soit très compliqué. Hein? Puis on a mis en place un ensemble de conditions non démocratiques, hein, ou antidémocratiques pour ne pas que ça puisse changer trop. Hein? Ce qui est un peu ironique. Hein, parce que dans certaines de ces constitutions-là, on met le mot démocratie sur un grand piédestal, mais dans la réalité, dans le pouvoir le plus important qu'il y a dans une société, qui est le pouvoir constitutionnel, on s'assurait que les règles de ça ne soient pas très démocratiques, ou s'il l'était, disons qu'il y a quand même des problèmes avec ce type de démocratie-là. Hein. Et puis donc, dans les différentes constitutions du monde, hein, tu as des constitutions qui sont beaucoup plus enchâssées, donc beaucoup plus rigides, et puis donc inchangeables ou difficiles à changer, puis tu en as d'autres qui sont plus faciles à changer. Hein. Et tu as différents mécanismes antidémocratiques toujours, pour enchâsser une constitution. Et donc, du côté plus démocratique, dans le cadre de la démocratie électorale, puis là, il ne faut pas oublier que j'ai fait toute une critique de la démocratie électorale pour vous expliquer que ce n'est pas une véritable démocratie. Hein? C'est pas les représentants élus vous représentent pas vous, ils représentent l'argent et vous, puis des fois vous puis l'argent. Puis des fois vous, mais ceux-là, c'est la minorité. Hein? Et puis donc, ces divers représentants-là de l'argent puis du peuple, hein, incarnent pas l'idée de démocratie réellement. Hein. Mais ceci pour dire que on a du côté des meilleurs moyens de réviser nos constitutions dans le contexte électoral qui est lui-même pas idéal, hein,
on pourrait parler de deux types. Hein. Il y a une idée qui existe en Angleterre, qui est l'idée la plus simple au monde, c'est qu'en fait, il n'y a pas de constitution formelle en Angleterre. Puis si on veut changer quelque chose dans l'ordre de l'État, hein, on adopte une loi à la majorité simple, et puis donc le Parlement fait ça. Hein. C'est pas nécessairement un système idéal parce que c'est pas très clair justement à trouver qu'est-ce qui est constitutionnel ou non dans cet état-là. Mais ça, c'est une idée qui se base quand même sur le principe majoritaire. Hein. Et l'idée qui peut en découler, qui est la meilleure à l'intérieur de ce cadre-là, hein, mais ce que je vais proposer est à l'extérieur de ce cadre-là, parce qu'il y a un problème même avec cette meilleure idée-là. Cette idée-là, ce serait de dire que pour changer la Constitution, il faut absolument passer par le référendum. Hein? Puis donc, il faut qu'il y ait un référendum pour changer la Constitution et que ce soit les députés à la majorité simple qui puissent forcer le gouvernement ou c'est eux qui vont contrôler le gouvernement s'ils ont une majorité, hein, pour faire en sorte qu'il y ait une question constitutionnelle qui soit posée au peuple de cette manière-là, mais c'est le peuple qui décide. Hein? Puis là, ça c'est le meilleur système. C'est un système qui existe en Scandinavie, dans certains États. Hein. Vous m'excuserez, là, je suis un petit peu isolé où je suis, puis j'ai pas toutes mes notes et tout ça. Et donc, je sais que ce système-là existe dans un des pays scandinaves, ou sinon plusieurs. Ceci pour dire que ça, dans le cadre de nos institutions qui existent, hein, c'est à peu près c'est le système le plus juste, hein, suivant les logiques du système électoral qui... Je me répète, mais le système électoral pose problème lui-même. Hein? Puis c'est justement pour ça que même ce système-là reste un petit peu, vous m'excuserez du terme encore une fois, hein? J'ai pas toujours la langue dans ma poche, mais pas aujourd'hui particulièrement, mais que même ce système-là est nul à chier. Hein? Parce que, je peux le dire rapidement, hein? Parce que ces représentants élus-là vont prendre aucune décision qui vont à l'encontre de leurs intérêts en tant que représentants. Tandis qu'il y a plein de changements constitutionnels où il faudrait prendre des décisions qui revoient comment ces gens-là sont élus, pourquoi sont élus, c'est quoi leur pouvoir. Hein? Mais c'est pas eux qui vont se dire, ben là, il faudrait qu'on limite notre pouvoir, puis il faut des citoyens tirés au sort parce qu'on n'est pas capable de le faire. T'sais. Ils vont être contre cette idée-là parce qu'ils préfèrent garder le pouvoir entre leurs mains. T'sais. Pour la plupart, là, il y a peut-être 2% de l'Assemblée qui ne serait pas du même avis, là, mais vous comprendrez que la masse des élus ont des intérêts en tant qu'élus. Hein? Puis donc, ils sont dans un conflit d'intérêts flagrant, hein? Qui fait en sorte que, d'un, ils n'iront pas contre leurs intérêts, puis ils ont un deuxième conflit d'intérêts qui est lié au financement, puis la société, les influences qu'ils ont mis là, qui font en sorte qu'en fait, ils ne représentent même pas vraiment le peuple, mais comme je le disais, plus l'argent, puis de temps en temps le peuple. Hein? Bon, je me fais un peu polémique en disant ça, il ne faut pas exagérer. Comme je le disais, il y a peut-être une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale qui... plus authentiquement que les autres représentent la population. Hein? Ceci pour dire que ça, c'est le meilleur. Hein? Mais là, l'enchâssement, ça, on pourrait dire que c'est une constitution sous régime électoral qui n'est pas trop enchâssée. Il y a un problème majeur avec ce système-là, comme je l'ai dit, puis je vais y revenir, inquiétez-vous pas. Mais là, il y a un ensemble d'autres propositions qui suivent. Par exemple, hein, là je regarde la constitution de M. Turp, hein, sa version 2 en 2012, M. Turp suggérait premièrement une règle antidémocratique, hein, toujours, parce qu'il faut faire ça pour enchasser une constitution. Il suggérait que ce soit un vote aux 2/3. Ça, il l'a suggéré en 2007. Hein, il suggérait qu'il y ait un 2/3 des membres de l'Assemblée qui puissent changer la constitution. Ce qui veut dire qu'un parti, pour avoir la majorité en chambre, avoir été élu par une majorité de personnes, vouloir changer la Constitution, puis le Parlement dirait non, parce que c'est pas la Constitution a dit, hein, c'est juste aux 2/3, puis même une majorité ne peut pas changer la Constitution. Donc cette règle-là, elle est triplement absurde, là, en ce sens que pour faire adopter cette Constitution-là elle-même, M. Turp aurait dû passer par le référendum, hein, et puis s'il passe par le référendum pour la faire adopter, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer par le référendum pour changer cette disposition-là, ou pour changer d'autres dispositions dans la Constitution? Donc on reconnaît un peu
le principe du référendum, mais on ne le met pas là, puis on met en place ce mécanisme boiteux-là. Bon, M. Turp s'est un peu réformé, mais pas complètement. Hein? Ensuite, en 2012, il est arrivé pour dire, c'est un exemple, là, puis là, on est en train de rentrer dans les mécanismes moins à propos. Puis c'est en fait ce deuxième exemple-là qui est plus intéressant que celui où il y avait un enchâssement beaucoup plus rigide dans la constitution de M. Turp. Hein? Ce deuxième exemple-là, c'est en 2012, il s'est dit, bon, ben là, il faudrait peut-être qu'il puisse avoir un référendum. Peut-être. Hein? C'est un petit peu surprenant d'avoir ça dans la bouche d'un constitutionnaliste au Québec. Vous m'excuserez, M. Turp, là, mais je trouve ça un peu dérangeant, en fait, d'avoir des gens qui pensent comme ça. Hein? Et il s'est dit, donc, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de référendaire pour changer la Constitution, mais ça va être consultatif. Hein? Puis donc, le gouvernement peut, s'il décide, hein, convoquer un référendum consultatif pour changer la Constitution. Et puis donc, il y aurait la possibilité de le faire, mais un petit peu implicite, là, on n'a pas nécessairement l'obligation. Bon, je crois que les gens de l'INM étant peut-être un peu plus éclairés, si vous me permettez, hein, là, je ne suis pas sûr de comment ces décisions-là sont prises, mais je sais que dans le document de l'INM, par exemple, on mentionne cette idée-là du 2/3 pour des révisions de forme du texte constitutionnel, et puis l'idée de référendum pour des modifications plus de fond. Hein. Puis je ne sais pas qui, si c'est les citoyens eux-mêmes ou si c'est les gens de l'INM ou qui d'autre là a fait en sorte qu'on pose cette question-là, parce que la question de la révision constitutionnelle dans le document que j'ai pu lire là, est posée de cette manière-là. Est-ce que ce mécanisme-là, hein, d'un 2/3 pour des révisions pas importantes de la Constitution, ce qui on peut se poser la question pourquoi ils ne sont pas importantes, hein, puis ensuite la majorité par le référendum, pour d'autres questions, on ne les a pas toutes définies, hein, c'est ça qui figure au document. Mais au document consultatif. Là. Donc, ce n'est pas la décision de l'Assemblée, mais c'est la question qu'on pose. Est-ce que ce système-là est acceptable pour vous ou non? Bon, premièrement, on aurait dû poser la question, hein, comment voulez-vous qu'on puisse réviser la Constitution? Hein? Pas suggérer un mécanisme, puis ensuite pour voir si vous êtes d'accord ou non, comme si c'était un peu secondaire ce qu'on mettait là. Mais ceci pour dire que, là encore, hein, dans un référendum qui est juste consultatif, on s'entend que politiquement, oui, un gouvernement convoquerait pas un référendum pour ensuite violer sa propre volonté du peuple, mais c'est un peu étrange qu'on le formule comme ça. Hein? Le référendum, à ce moment-là, devrait être décisionnel, et puis que c'est pas les élus qui décident, mais c'est le peuple. De toute manière, c'est les élus qui vont poser la question. Hein? Mais ça pour dire que, bon, dans le camp des meilleures propositions qui sont peu enchâssées, tu as celle du référendum décisionnel à la majorité simple, hein, et puis convoqué aussi par un vote à la majorité simple de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée législative. Mais ensuite, parmi les autres mécanismes, tu as l'idée d'une supramajorité, hein, de députés en Congrès ou dans le Parlement ou dans l'Assemblée nationale, qui tout de suite viole le principe démocratique. Hein? En ce sens que si on fait ça, hein, on donne le pouvoir à un tiers de personnes de finalement bloquer une réforme constitutionnelle. On va tenter de justifier la chose, là, mais je ne peux pas y trouver personnellement de justification. C'est un peu risible, en fait, quand on le dit comme ça. Hein? Mais il y a d'autres mécanismes aussi qui sont utilisés. Puis parmi ceux-là, par exemple, aux États-Unis, il va falloir qu'on ait un vote affirmatif du 3/4 des assemblées législatives des États. Hein? Et puis, ou un 2/3 dans le Congrès. De mémoire, il y a 2 mécanismes. Et puis donc, on va mettre en place des supramajorités comme ça, puis la nécessité d'avoir l'ensemble des États ou une grande partie des États fédérés qui acceptent pour changer la Constitution. Ce qui fait que, de temps en temps, c'est pas facile. Au Canada, de mémoire, là, il faut avoir l'accord de toutes les provinces. Ce qui fait que une petite province peut décider que non, on ne veut pas que sa réforme constitutionnelle-là se fasse, bien que les 9 autres soient d'accord, hein, ou même si c'était 2 provinces ou 3 ou 4, ça ne changerait pas nécessairement grand-chose selon ce qu'ils ont comme population, et puis peuvent donc bloquer l'évolution constitutionnelle. Mais encore une fois, hein, au Canada, dans ce cas-ci, là, tout ça, c'est à l'écart du peuple. Hein? C'est les représentants élus qui vont décider. C'est pas le peuple en référendum qui va se pencher sur la Constitution, bien sûr que non. Hein? Fait que oui, il y a des États où on
pourrait peut-être, excusez-moi, il y a quelques États où on est d'accord avec l'idée que c'est un référendum, que ça doit se faire proprement, hein, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont même pas là, hein, puis qui mettent en place en plus des supramajorités qui font en sorte que ça devient pratiquement inamovible comme mécanisme juridique. Donc, on a mis en place des grandes normes dans l'État qui sont les plus importantes. Hein. On clame, on prétend être dans une démocratie, mais le peuple ne peut pas changer ces normes-là. Chercher l'erreur. Hein. Et bien sûr, là, on va justifier ça. Hein. On va dire, par exemple, ben là, il faut que les institutions soient stables. Ça ne peut pas changer avec chaque gouvernement. Ça va de soi. Hein. Mais ça ne changera pas. Ça va de soi que dans le régime électoral, on a quand même ce problème-là. Hein. Parce que moi, ce que j'ai introduit, c'est un autre mécanisme qui est le tirage au sort qui enlèverait tout simplement ce pouvoir-là d'entre les mains des élus. Hein. Puis donc, ce problème-là ne se pose pas. Mais néanmoins, si on met une majorité d'élus avec un référendum, il y a quand même un contrôle à quelque part, puis c'est le peuple qui décide à la fin, puis qui ne se fera pas imposer des affaires qu'il ne veut pas. Hein. Mais bien sûr, ces mécanismes-là hein, servent l'intérêt des gens qui veulent que nos États ne changent pas. Puis qui veulent que le système électoral lui-même reste tel qu'il est, hein, puis qui veulent donc pouvoir le contrôler de cette manière-là. Et puis donc, oui, il y avait un ensemble de justifications, il y a un contexte historique à ces idées-là, mais l'essentiel du propos reste que hein, c'est dans l'intérêt de certaines personnes à ce que ça ne change pas, et puis surtout à ce que le peuple ne puisse pas vraiment changer ça de manière simple. Hein. Et puis que ça soit tellement compliqué, qu'il faille tellement de ressources que pour initier ces changements-là, que ça ne peut pas se faire. Bon. Ceci pour dire que il y a quelques États, comme je le disais, qui ont des mécanismes à l'intérieur de cette catégorie-là, à l'intérieur de nos systèmes politiques, qui sont plus ou moins acceptables hein, pour ce régime politique-là, mais il y en a plein qui ont un ensemble de dispositions antidémocratiques hein, qui réduisent encore plus la capacité du peuple à changer sa constitution. Et là, il va falloir en venir à parler de excusez-moi, j'hésite un petit peu entre suivre deux parcours pour ma présentation. Là. Soit parler des conséquences hein, de cet enchâssement constitutionnel-là, ou... voyons, j'ai perdu le fil de mon autre idée, fait que je vais me lancer dans les conséquences, puis je reviendrai à l'autre. Bon, les conséquences de l'enchâssement constitutionnel. Hein, ça, c'est un peu plus intéressant que la poutine. Ah oui, je vais quand même faire une petite parenthèse sur la poutine avant, là, pour expliquer une affaire qui est quand même importante, hein, qui est en fait critique. C'est que, dans un État politique, il y a deux types de pouvoirs. Hein. On va parler, là... excusez-moi, je vais continuer la partie enchâssement, puis on reviendra sur la partie conséquences après. Mais gardez je reviendrai sur la partie conséquences. C'est parce que j'ai oublié que certains éléments dans la partie enchâssement là, que je voulais discuter. Bon. Dans un régime politique, on a deux types de pouvoirs. Hein. Il y a le pouvoir constitutionnel, puis les pouvoirs constitués. C'est-à-dire, le pouvoir constitutionnel, c'est le premier et le principal des pouvoirs politiques. Hein, c'est le P4. Et les pouvoirs constitués, hein, on peut appeler ça le P3, là, c'est un petit peu faire un drôle de jeu de mots, mais c'est que souvent on va énoncer ça comme étant les trois grands pouvoirs de l'État qu'on va appeler le législatif, l'exécutif et l'interprétatif. Mais là, cherchez l'erreur dans cette présentation-là. Hein? Montesquieu, oui, a dit ça. Hein? Il a dit qu'il y a le pouvoir législatif qui fait les lois, il y a le pouvoir exécutif qui les exécute, puis il y a le pouvoir interprétatif, ou qu'on appelle judiciaire un peu faussement, là, mais qui interprète les lois. Hein? Puis donc, il a dit, il y a ces trois pouvoirs-là, et voilà. Hein? Et puis donc, les pères fondateurs américains ont repris ça, puis ont dit, ben voilà, c'est les trois pouvoirs qu'il y a dans notre État politique. Mais chercher l'erreur, puis l'erreur, c'est les défendre dans la salle, c'est que le crise de pouvoir constitutionnel, excusez-moi de sacrer, là, mais il est où dans cette présentation-là? Hein? Excusez-moi, je fais ça à bonne franquette, là. Je peux être poli aussi, mais de toute façon, c'est personne qui est accusé vraiment là, de ça, à part tous les profs de droit constitutionnel, puis pas ceux-là, mais de sciences politiques aussi, qui régulièrement
régurgite Montesquieu sans mentionner que le pouvoir constitutionnel n'est pas mentionné, mais que c'est le plus important des pouvoirs. Tu sais, c'est le pouvoir sans lequel les autres n'existent pas. Hein? Puis donc, dans une démocratie, si le peuple ne contrôle pas le pouvoir constitutionnel, il ne contrôle rien. Hein? Essentiellement, il n'est pas maître chez lui s'il ne peut pas changer ses institutions politiques. Donc, ça, c'est une description du pouvoir constitutionnel, hein, ou des pouvoirs de l'État, en fait, et qui devrait, hein, logiquement, figurer dans nos constitutions. Dans une vraie constitution, là, il y aurait un préambule pour faire beau, on s'entend, là, on va parler de valeurs, puis d'éléments, puis d'histoire, tu sais. Mais ensuite, tu sais, l'article premier, là, au niveau... en matière d'importance, hein, c'est le pouvoir constitutionnel. Hein. Et ensuite, les articles 2, 3 puis 4, c'est le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, puis ensuite d'autres. Parce qu'une constitution, c'est ça que ça fait. Hein. On décide quand on fait une constitution de c'est quoi notre régime politique. Et avant de décider qu'est-ce qu'on veut comme institution politique, parmi ça, hein, il faut décider de qu'est-ce qu'on veut comme mécanisme de révision de la Constitution. Il est vrai que, hein, bon, une des raisons de mettre ça à la fin, comme je le disais, puis de renverser l'ordre là, c'est qu'on a voulu parler d'un Parlement législatif élu pour dire que c'est lui qui va avoir le pouvoir d'initiative constitutionnelle bien souvent, puis qu'il fallait en parler avant de dénoncer l'idée de pouvoir constitutionnel. Mais reste qu'il y a un renversement de la logique, hein, puis dans la présentation théorique même, hein, quand on va parler des 3 pouvoirs de l'État, on est en train de vous mentir quand on vous dit ça. Il y a un pouvoir de l'État qui est le pouvoir constitutionnel, puis ensuite, il y a une deuxième catégorie qui sont les pouvoirs constitués, puis c'est ça. Hein? C'est ça la réalité, disons, d'un point de vue formel, politiquement. T'sais, c'est pas qu'il y a 3 pouvoirs, puis que le pouvoir constitutionnel, on remet ça au calendrier grec, puis dans le 26e article de la Constitution. Hein? Et donc, puis c'est là où je veux en venir, hein, c'est que l'enchâssement, oui, il y a l'enchâssement formel dans les constitutions qu'on a mis en place des procédures rigides de révision constitutionnelle, hein, mais il y a aussi un genre d'enchâssement mental. Hein, c'est que on a omis de mentionner cette question-là, enfin, c'est pas complètement omis à l'université, là, mais je veux dire, on a omis de souligner que cette théorie-là des pouvoirs est fortement biaisée, hein, puis qu'on a omis le principal des pouvoirs dans cette théorie-là, hein, dans cet exposé-là des supposés 3 pouvoirs de l'État. Et donc, on a aussi, hein, mis ces éléments-là à la fin. Là, vous m'excuserez, j'ai un petit peu, je vais aller voir mes notes. Là. J'avais un autre point que je voulais parler dans la section suivante. Je consulte mes notes. Bon, c'est ça. C'est que il y a aussi un autre mécanisme idéologique, d'une certaine manière, qui est là très subtil, qui est dans la langue, hein, qu'on a utilisé pour signifier au peuple qu'il ne faut pas que ce soit qui s'intéresse à cette question-là, puis que ce n'est pas de ses affaires. Puis ce mécanisme-là, c'est qu'au lieu d'appeler ça le pouvoir constitutionnel, hein, comme ça devrait un petit peu être de soi, c'est un pouvoir législatif, puis tout ça, on a parlé, enfin, on a utilisé le terme constituant, puis on a parlé du pouvoir constituant. Hein? Puis là, on a parlé, par exemple, votre assemblée, on appelle ça l'assemblée constituante. Puis l'idée d'une assemblée constituante, c'est que c'est une assemblée qui va faire la constitution à tel moment, hein? Puis ça ne changera pas après. C'est elle qui va la faire pour l'avenir. Hein? Puis c'est pas, autrement dit, un pouvoir permanent que le peuple aurait puis qu'il puisse décider d'utiliser. Hein? C'est l'idée que la Constitution, ça se fait dans les moments fondateurs, et puis qu'après, on endure. Si on peut le dire de la manière suivante, là, en ce sens qu'on parle d'un pouvoir qui n'est pas vivant, mais qui est lettre morte d'une certaine manière, hein?
qui est important, puis qui a encore des conséquences, mais qui est fixe, puis qui est rigide. Puis donc, dans cette idée-là d'assemblée constituante, de pouvoir constituant et tout ça, on a l'idée que de temps en temps, tu as des événements politiques, tu as une crise, tu as des choses qui se passent, qui font en sorte que là, oui, on va se pencher sur la Constitution, puis on va faire une patente à ce moment-là. On va appeler ça une assemblée ex-constituante, une constituante ou une assemblée constituante ou une convention. Et puis, on va donner le mandat à ces gens-là de formuler une constitution. Le plus souvent, on va les élire parce que comme ça, on peut s'assurer qu'ils sont contrôlés. S'ils ne sont pas élus, ils sont tirés au sort, on ne sait pas ce qu'ils vont décider. Parce qu'ils pourraient décider des choses qui vont dans l'intérêt du peuple, puis il y a certaines gens qui ne veulent pas que ça se passe. C'est plus facile si on les élit, puis comme ça, l'argent peut s'immiscer plus facilement dans le débat en s'assurant que les bonnes personnes soient financées pour leur campagne électorale notamment, pour leur campagne électorale spéciale. Et donc, dans cette idée-là d'une assemblée constituante qui ferait un geste constitutionnel et puis que le reste de l'histoire endure, ça se fonde en fait sur l'histoire constitutionnelle des démocraties occidentales où tu as par exemple les pères fondateurs qui font une patente qui appelle la Constitution, qui n'était pas mauvaise pour l'époque, mais qui l'enchâssent et qui font en sorte qu'on a encore cette Constitution-là aujourd'hui, puis qu'on écope encore des problèmes qui vont avec ça. Il est important de comprendre un élément. Ceci étant dit, là, une fois qu'on a présenté tout ça, l'enchâssement formel, c'est quoi? L'enchâssement idéologique, c'est quoi? Dans le fait qu'on omet d'en parler, donc qu'on présente les autres pouvoirs, mais qu'on ne présente pas lui, qu'on a parlé du pouvoir constitutionnel, du pouvoir constituant, qu'on a parlé des justifications qu'on va donner à cet état de fait-là, en ce sens qu'il faudrait qu'il y ait une stabilité, puis il ne faut pas que ça puisse changer parce que ça peut déranger. Dans tous ces éléments-là, on a parlé de l'enchâssement constitutionnel. Mais il y a un élément qui est important de souligner, c'est qu'en fait, le pouvoir constitutionnel, d'un point de vue formel, se divise toujours en deux. Il y a toujours ce qu'on appelle ce que moi j'appelle le pouvoir propositionnel puis le pouvoir décisionnel. Donc le pouvoir de proposer, puis ensuite le pouvoir de décider. La plupart des gens vont appeler ça le pouvoir d'initiative puis le pouvoir d'adoption, mais je trouve que les deux autres termes sont un petit peu plus clairs. Parce que ça dit qui décide, puis ça dit que l'autre pouvoir, c'est un pouvoir de proposer. Et puis donc le pouvoir propositionnel fait grandement partie du problème. Puis le pouvoir décisionnel, lui, peut aussi ajouter à ce problème-là. Je vais commencer par la partie décisionnelle, mais en illustrant. Par exemple, dans le meilleur mécanisme à l'intérieur de la démocratie électorale qu'on a, où l'Assemblée nationale propose, puis le peuple décide dans un référendum décisionnel de sa constitution ou d'un changement à sa constitution. Dans ce mécanisme-là, tu as bien sûr l'Assemblée nationale qui a le pouvoir propositionnel, puis le pouvoir décisionnel est entre les mains du peuple par référendum. Puis donc, l'enchâssement constitutionnel, dans la deuxième partie, va consister à faire en sorte que ce ne soit pas le peuple qui décide en référendum, que ce soit un 2/3 de députés qui décident, ou que ce soit peut-être un référendum consultatif, mais on verra, ou que ce soit le 3/4 des assemblées fédérales ou fédérées, dans une fédération qui décide, ou que ce soit le 2/3 des représentants en congrès quand il y a plusieurs chambres dans le Parlement, ou que ce soit une autre patente, autrement dit, qu'une majorité au référendum. Il y a une variante par ailleurs à cette majorité-là qui, elle, n'est pas démocratique, mais qui sert de contrôle légitime. Il y a certains peuples qui ont, de mémoire, là, qui ont 2 référendums, qui vont avoir un référendum à un moment X, puis 3 ou 4, 5 ans plus tard, ils vont avoir un autre, pour s'assurer qu'il y a une volonté exprimée dans le temps pour un certain changement, puis que ce ne soit pas juste un coup, disons, après une élection, là, qu'un peuple est convoqué au référendum, puis qu'ils suivent l'avis du parti qui est là. Puis donc, on s'est assuré en ayant 2 référendums à la majorité, que la volonté du peuple soit exprimée sur une longue durée. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée dans ce contexte-là. Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée, là, mais c'est une variante de ça. Mais là où je veux en venir, c'est que
l'enchâssement se produit au niveau de la décision, du pouvoir décisionnel, mais il se produit aussi beaucoup au niveau du pouvoir propositionnel. Puis en fait, le pouvoir propositionnel est d'une certaine manière plus important. Parce que le pouvoir propositionnel en implique un autre. Hein? Le pouvoir de proposer un amendement à la Constitution. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Le soleil est en train de se coucher. Et puis donc, dans la capacité de proposer un changement constitutionnel, hein, il y a un implicite à ça. Ce qui est la possibilité de ne pas proposer de changement constitutionnel. Autrement dit, de rien faire. Hein? Puis, donc, la capacité d'omettre de présenter un changement. Et cet autre pouvoir-là est très important dans une situation où c'est, par exemple, une majorité de députés qui ont la capacité d'initier un référendum sur la Constitution. Parce que, comme je le disais, hein, cette majorité de députés-là, si elle va dans le sens d'un certain changement, elle n'ira certainement pas dans le sens de la réduction absolue de ses pouvoirs ou de la refonte de ses propres pouvoirs, habituellement. C'est très rare qu'ils vont tenter de changer comment eux-mêmes sont élus pour diminuer leur propre capacité d'action parce qu'il y a des choses inacceptables qu'ils ont faites dans le passé ou qu'ils font. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. On peut compter sur la bonne chance, mais essentiellement, ils sont dans une situation claire de conflit d'intérêts, hein, et puis ils n'iront pas contre leurs intérêts. Et donc, ça, c'est si on propose quelque chose. Mais il y a bien sûr un ensemble de transformations dans notre société qui serait intéressant de débattre, mais dont on ne parle pas. Parce que ces gens-là ne veulent pas qu'on en parle. Hein? Non seulement sur l'organisation de leur propre pouvoir, mais sur ça, il y en a beaucoup, mais il y en a aussi d'autres. Hein? Et qui, par exemple, si on voudrait avoir des médias réellement indépendants au Québec, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas avoir ça parce que ces gens-là dépendent trop étroitement des médias pour pouvoir oser mettre les médias en question comme ça. Hein? Et puis donc, on n'en débat pas. Hein? Si on voudrait, disons, plafonner la richesse de certains individus de manière raisonnable, hein, pour pas qu'il y ait des milliardaires, mais peut-être quelques multimillionnaires jusqu'à un certain niveau, hein, puis se dire, bon, dans une vraie démocratie, on ne peut pas se permettre qu'il y ait des gens plus riches tellement riches qu'ils puissent influencer qui puissent posséder des médias puis influencer ou d'autres choses, puis influencer le débat démocratique par la puissance économique qu'ils détiennent, puis donc on devrait la limiter. Hein. Puis aussi d'un point de vue économique, il y a plein de raisons de faire ça. Mais cette question-là va à l'encontre de l'intérêt des représentants du pouvoir de l'argent. Hein. C'est-à-dire de vos représentants, c'est pour ça que j'hésite, mais va à l'encontre des intérêts que les députés représentent. Et donc, ils n'iront pas dans ce sens-là, ou s'il y en a qui le font, hein, ils vont vraiment aller contre le courant de la majorité de l'Assemblée. Hein. Ça peut se faire, mais c'est à contre-courant et ça nécessite un combat plutôt fort. Hein. Tandis que dans une vraie démocratie, on pourrait juste décider de le faire comme ça, parce qu'on trouve que c'est raisonnable. On n'aurait pas besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'eux vont en penser, qu'est-ce que M. Pellado dans ses médias va dire, qu'est-ce que M. Desmarais va dire, qu'est-ce que les autres, les Américains, puis d'autres personnes vont dire. On pourrait juste le faire parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Évidemment, on va dire qu'on doit ignorer le contexte international, là, mais je suis en train de dire que on pourrait décider d'avoir des changements comme ça dans un État qui débattrait des questions qui pourrait débattre des questions constitutionnelles. Et puis c'est justement mon point, hein, c'est que on a en enchâssant comme ça, hein, on a limité l'ensemble aussi des questions qui puissent être débattues d'un point de vue pratique, hein, et on a, de ce fait-là, hein, relégué le débat constitutionnel aux oubliettes lui-même. Hein. C'est-à-dire que le débat constitutionnel a été relégué vraiment à quelque chose de très occasionnel qu'on se pose de temps en temps, mais en sortant pas de certains cadres. Hein. Allez me chercher dans les médias courants là, un débat sur les grandes orientations du pays. Hein.
on va voir sur des politiques, on va voir des petites affaires, puis on va nous parler de comment les élus, tatati, tatata, mais tu sais, on va pas avoir un débat très profond sur même une question un peu bénigne, d'une certaine manière, pas complètement bénigne, est importante. Là. La question du mode de scrutin, par exemple, on va peut-être mentionner à un moment donné qu'il y a un mouvement pour le mode de scrutin, parce qu'il fait un peu de bruit, tu sais, mais bon, on pourra parler des propositions de ce mouvement-là aussi, mais on ne va pas rentrer dans le détail là, de quelles sont les options, parce que là, c'est beaucoup trop, on serait en train de rentrer dans un débat constitutionnel, et on va dire que ça n'intéresse pas les gens. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est du spectacle, du sexe, de la violence, puis du divertissement. Hein. Ils ne veulent pas discuter de ces questions-là. Oui, c'est divertissant le politique dans la mesure où il y a du monde qui s'engueule puis qu'on peut regarder ça un peu. Mais là, quand on va rentrer dans les idées comme ça, on peut parler un petit peu d'idées aussi, d'idées politiques, mais quand on rentre dans des grandes idées comme ça, non, ça, c'est pas au peuple à décider ça parce que c'est pas de son ressort dans la mentalité de certaines personnes. Hein. Il n'est pas capable non plus, le peuple, de faire ça par ailleurs. Hein. Et donc, le pouvoir proportionnel est extrêmement critique. Puis la raison pour laquelle, parce que c'est aussi le pouvoir, en plus, c'est non seulement qu'est-ce qui va être proposé s'il y a quelque chose qui n'est pas posé, ou qu'est-ce qui ne sera pas débattu si on ne veut pas ou si on ne pense pas que c'est nécessaire de le débattre, hein? Donc le pouvoir d'empêcher une discussion. Mais c'est aussi... c'est aussi le... Voyons, qu'est-ce que j'allais dire? C'est aussi le pouvoir d'initier un débat. Ça n'a pas beaucoup de sens dans ce que je dis. Hein. C'est aussi c'est la capacité, finalement, ou non, hein, de décider si on veut un débat, puis si on veut un changement. Hein. Puis peu importe comment la décision se prenne, hein, c'est la possibilité d'initier cette démarche-là. Et puis donc, si on laisse ça entre les mains des élus, hein, il est absolument clair qu'il y a certaines questions qu'ils ne poseront pas. Parce à cause de qui ils représentent, mais aussi à cause de leurs intérêts propres en tant qu'élus. Hein, et il y a certaines questions qu'ils ne voudront pas aborder, ou qui, s'ils abordent la question, hein, s'ils sentent qu'ils ont l'obligation de le faire, vont tout faire pour diluer l'impact de cette modification-là, puis s'assurer que ça soit finalement une décision bâtarde qui va être prise. Comme probablement, si jamais il y a un changement pour le mode de scrutin au Québec dans le contexte politique actuel, là, ou dans le régime politique actuel, ça va être un changement bâtard. Parce que on ne voudra pas un véritable système qui va enlever le pouvoir de certaines personnes. Parce que c'est ça un autre mode de scrutin, souvent. T'sais. Ça serait redistribuer le pouvoir de manière équitable, mais on ne veut pas ça. Hein? Et puis donc, on va s'assurer de comment dire, de miner, hein, miner le processus de l'intérieur pour que ça soit le moins dommageable possible pour certaines personnes. Et donc, ce que ça fait, ce que je suis en train de dire aussi, c'est que même quand on a un débat sur des questions un petit peu comme ça, hein, on a souvent un mauvais débat puis des mauvaises options parce que le pouvoir de ces gens-là, leur mainmise sur le processus est tellement forte qu'on va évacuer des propositions qui vont trop à l'encontre de leur conception ou de leurs intérêts. Ceci pour dire que le pouvoir constitutionnel est enchâssé de toutes ces manières-là, si on peut dire, hein, de manière formelle, par l'idéologie, hein, et à différents moments, hein, au moment de la proposition puis au moment de la décision, hein, il y a des interférences qui se produisent et qui font en sorte que le peuple, finalement, n'a pas un véritable lot d'options devant lui, hein, et qu'il est donc pris à devoir décider en mal connaissance de cause ou tout simplement ne pas avoir à décider parce qu'on ne juge pas qu'ils doivent se pencher sur cette question-là. Hein. J'aimerais peut-être faire un lien, parlant de ça, hein, avec l'organisation du groupe Constitution, qui, il me semble, quand je lis les documents, puis là, il faut faire attention parce que je n'ai pas pu voir comment cette assemblée-là a travaillé. J'ai vu d'autres assemblées comme ça dans le monde, là, par ailleurs, mais celle-là, je n'ai pas pu la voir à l'œuvre, hein, puis donc je ne sais pas exactement le niveau des délibérations et où. Hein. Mais quand je me base sur les documents que j'ai, hein, qui sont des documents de présentation de l'Assemblée, donc c'est un peu limité comme base, là, mais il y a comme un présupposé
à l'intérieur de ces documents-là, hein, que l'idée d'une constitution, ce serait juste de formaliser les institutions politiques qui existent, hein, puis peut-être les modifier un tout petit peu dans le cadre, si on le fait en imitant ce qui se fait ailleurs, en imitant, pas l'imitant, là, mais en imitant, imiter, hein, ce qui se fait par exemple en Europe avec une proportionnelle ou peut-être adopter un régime présidentiel à l'américaine, hein, mais essentiellement, hein, on reste dans le cadre là, du très restreint comme modification constitutionnelle, mais l'idée fondamentale, ça serait plutôt faire des énoncés de valeurs qui n'auront aucune importance juridique, hein, puis, ou pas grande importance juridique, mais qui vont être belles sur papier peut-être, hein, et puis formaliser ce qui existe présentement au Québec. C'est un petit peu l'idée, ce que j'appellerais un conservatisme constitutionnel qui me semble dériver des questions même qu'on pose aux citoyens à travers ces documents-là. Hein. Et ça aussi, hein, ça fait partie... puis là, j'espère que l'Assemblée va aller dans un autre sens. Hein, mais il faut bien expliquer qu'une constitution, ça peut être utilisé pas juste pour consacrer un état de fait, mais pour changer, pour innover, puis pour aller de l'avant. Hein. C'est ça que les Américains ont fait quand ils ont fait la Révolution américaine, puis ils ont adopté leur constitution, ils ont adopté un autre régime politique qui allait de l'avant. Hein. Puis donc, le groupe constituant, puis les Québécois aussi, hein, pourraient décider de faire la même chose. Mais c'est un petit peu comme si, dans la manière qu'on a posé les questions, on s'est dit, ben là, il va y avoir le législatif, exécutif, judiciaire, puis la révision constitutionnelle, on mettra ça à la fin, puis on verra, c'est pas trop important, c'est la commission 6 qui s'y penche, tu sais. Puis... mais tu sais, qu'il faut rester dans ce cadre-là. Puis tu sais, on mentionne, ben, c'est l'Assemblée nationale qui est le pouvoir législatif au Québec, puis on n'a pas posé la question comment est-ce qu'on doit organiser un législatif. T'sais, on devrait se poser cette question-là. Mais c'est plutôt comme si on a pris pour acquis que les choses ne changeront pas. Hein? Puis il y a donc comme un présupposé conservateur derrière, dans les documents, bien sûr. Là, je ne veux pas accuser personne de mauvaise volonté, mais dans les documents, j'ai l'impression que ça vient peut-être justement des constitutionnalistes qui ont ça ne me surprendrait pas, là, hein, qui ont mis ça, qui ont formulé ces idées-là, puis qui ont proposé ce mécanisme-là. Hein. Et ça, hein, ça fait partie de l'idéologie de l'enchâssement. Hein. C'est que dans le fond, ça ne doit pas vraiment changer trop une constitution, hein, pour certaines personnes. Et donc, je pense que je vais clore cette petite présentation-ci sur ça. Hein. Et puis, dans la prochaine, je vais aborder la question des conséquences de l'enchâssement. Les conséquences historiques qu'on peut voir ailleurs, puis certaines qu'on peut regarder l'histoire avec un autre œil, là, pour expliquer comment, hein, comment ce processus-là a une incidence énorme, hein, sur le développement de nos sociétés, même pas juste énorme, mais absolument centrale, hein, sur le développement de nos sociétés, puis peut mener à des dérives de l'État dans un sens qui sont complètement indésirables ou des transformations qui ne se font pas, surtout, hein, et comment le fait d'enchasser puis de bloquer l'évolution constitutionnelle comme ça, hein, d'empêcher le peuple surtout d'avoir son mot à dire sur la question, pas juste son mot à dire, mais de contrôler le processus, hein, parce qu'il y a une différence entre avoir un mot à dire puis de décider. Hein. Puis donc d'empêcher le peuple de décider comment ce mécanisme-là d'enchâssement constitutionnel en général, hein, a mené à des catastrophes, d'une certaine manière, d'un point de vue politique, puis comment on est pris avec des problèmes aujourd'hui qui dérivent directement de cet enchâssement constitutionnel-là. Indirectement, le but, c'est d'expliquer comment on devrait ouvrir la boîte de Pandore, entre guillemets, hein, en espérant que ce qui va sortir va être des bonnes choses, et remettre ce pouvoir-là entre les mains des citoyens et leur donner donc le pouvoir de décider à la fois des institutions et des grandes orientations de l'État. Non seulement d'un point de vue consultatif, là, comme le groupe constituant, mais de leur donner un pouvoir effectif et réel de décider ça, exclusif aussi, hein, qui appartienne pas, qui soit pas entre les mains des élus, mais qui soit seulement entre les mains des citoyens comme ça. Et donc, je vais venir aux conséquences dans le prochain vidéo pour vous permettre, pour me permettre surtout à moi une petite pause.